Vous êtes le député de la 3e circonscription de la Marne. Alors, si vous pouviez nous donner son périmètre. Alors bon, déjà les circonscriptions, elles sont toujours taillées de façon à ce qu'elles contiennent un peu de ville, un peu d'urbain, un peu de rural. Donc pour ce qui concerne la 3e circonscription de la Marne, elle est composée de 3 quartiers de Reims. Qui sont Val-de-Murigny, absolument, oui, oui. Val-de-Murigny, Wilson et Maison-Blanche, donc et notamment il y a l'hôpital dedans. Et donc ça passe par Épernay, ça descend jusque Cézanne, mais je n'ai pas Cézanne, j'ai pas la ville intra-urbaine. Par contre, j'ai les villages alentours jusqu'à l'Aube, jusqu'au pied de l'Aube, oui. Et ensuite j'ai Esternay, Montmirail, Dormant. Ah oui, donc voilà. Ça fait une sacrée... Ça fait une circonscription qui est très étalée, très étendue. J'appelle ça une carotte un peu, si on l'a en... vous allez à Mondement. Non, j'ai pas Mondement. J'ai Villevenard. J'ai Talus-Saint-Prix. D'accord. Mais j'ai pas Mondement, j'ai pas Reuve. D'accord, vous êtes autour. Le village de ma maman. Ouais. Bah alors. Et le village de mon enfance. Donc, non, mais c'est à 2 km de la... Mais c'est comme ça. Et c'est pas chez vous. Et c'est pas chez moi. Ça, c'est les découpages qui ont été faits historiquement et qui font que la circonscription est faite comme ça. D'accord. Alors, monsieur le député, quand vous êtes à l'Assemblée nationale actuellement, de quoi parlez-vous? Écoutez, les périodes de fin d'année sont toujours consacrées au budget. Important les sous. Donc c'est et donc hier nous venons de voter justement le budget définitif 2022. Voilà, donc c'est de l'actualité toute fraîche. Sinon, on examine évidemment des textes de loi. En ce moment, le texte de loi qui est en discussion à l'Assemblée, c'est le texte de 3DS, décentralisation, décomplexification et je sais plus, 3D. Bon, 3DS, S voulant dire simplification. Donc en réalité, c'est tout ce qui aujourd'hui peut en quelque sorte être délégué dans les territoires. Tout ce qu'on peut aujourd'hui apporter comme on va dire pouvoir délégué au plus près des circonscriptions, au plus près des mairies, des maires, des intercommunalités, et en essayant de simplifier l'action, voilà, les différentes démarches qui peuvent être celles aujourd'hui des élus de territoire. Bon, voilà, ça va dans le sens d'un complément aux différentes lois de décentralisation qui ont déjà été entreprises et dont le but est tout simplement à un moment donné d'équilibrer en réalité les pouvoirs entre le pouvoir central et le pouvoir des territoires. Voilà, si pouvoir il y a. Il y a pouvoir, enfin en tout cas il y a pas... Il y a vouloir aussi. Il y a vouloir, non mais je crois qu'aujourd'hui, les différentes strates qui ont été mises en œuvre, que ce soit aujourd'hui les intercos, les départements existaient, mais enfin la grande région, servent quand même au final à faire en sorte que les territoires puissent agir assez librement en fonction de leur particularité. Et cette loi 3DS aussi met en avant et permet aujourd'hui de prendre en considération les particularismes de chacun des territoires, ce qui est normal. On peut pas. Donc non, ça, on avance quand même. Bon après, voilà, chacun voulant toujours mettre en avant ses spécificités, voilà. Bon. C'est un jeu. Le politique, c'est aussi ça. C'est un jeu de prise de pouvoir, à un moment donné, chacun voulant se faire entendre, se faire connaître, se faire entendre, et puis aussi faire avancer ses territoires. Non, mais je trouve que on va dire c'est assez sain. Alors après, quand le débat politique se met en place, des fois, ça peut prendre des tournures un petit peu différentes, un petit peu particulières, et finalement détourner de son but principal l'objet de la loi. Bon, alors en ce moment, comme on est un peu en période électorale, évidemment, ce genre de texte constitue des tribunes, notamment pour les opposants. Donc voilà, c'est pour ça que ça peut des fois être un peu houleux, mais globalement, ça se passe plutôt pas trop mal. Alors l'économie dans votre circonscription, comment se passe-t-elle avec les entreprises par exemple? Alors, il faut savoir que cette circonscription, elle est portée par l'économie du Champagne.
et de l'agro-industrie. En fait, il y a les deux. Il y a l'agro-industrie et la viticulture. Donc, c'est plutôt une économie dans mon territoire qui se passe bien, hein, et qui est par ailleurs complétée par des industries. Alors, quelques-unes travaillent pour le monde du champagne, mais d'autres pas. Comme par exemple AkzoNobel, à Montmirail, qui est quand même notoirement connu, qui aujourd'hui fait des câbles de haute technologie, qui équipe d'ailleurs le robot Performance qui est sur Mars, après avoir équipé, je ne sais plus comment s'appelait le robot précédent, mais bon, peu importe, en tous les cas, c'est une entreprise de haute technologie qui fait la fierté du territoire, installée à Montmirail, le siège social est à Montmirail, 700 personnes sur place et qui aujourd'hui exporte dans le monde entier, est installé aussi d'ailleurs à des sites de production installés dans le monde entier. Enfin bref, voilà. Donc il y a dans notre territoire des pépites, hein, qui brillent, qui sont tout à fait performantes et qui, pour le coup, pour celles-là, ne dépendent pas nécessairement du champagne. On peut aussi citer d'ailleurs les bennes Legras, enfin voilà, hein, la société Legras et d'autres comme le groupe Excel qui fait des automoteurs pour les pulvérisations. Donc j'ai la chance dans cette circonscription d'avoir à la fois le cœur de ce qui fait vibrer la viticulture, hein, et en même temps des entreprises finalement de haute technologie, hein, que ce soit les automoteurs pour les pulvérisations, que ce soit Akzo ou encore Legras, qui sont des entreprises qui font des matériels de haute technologie. Donc ça se passe plutôt pas trop mal. Si on prend par exemple Épernay et son arrondissement, c'est 6% de chômage, peut-être même plus ça aujourd'hui. Donc ça prouve tout simplement qu'on a une économie qui est porteuse, qui fonctionne bien et qui n'a pas souffert qui a souffert intrinsèquement de la crise Covid comme tout le monde, mais qui au travers des différentes interventions de l'État, et pour le coup là on a montré que l'État était capable d'intervenir au plus près des citoyens dans les territoires, donc ça c'était plutôt une bonne chose, que ce soit d'ailleurs pour à la fois préserver les outils de production et en même temps protéger les personnes. Et il se trouve qu'aujourd'hui, eh bien, tout ce monde-là travaille plutôt bien et que ce sont des entreprises d'ailleurs qui ont la particularité toutes, que ce soit celle du champagne, l'agro-industrie ou les entreprises que j'ai citées, d'exporter. Parce que ça, c'est très important. C'est souvent par l'export que finalement on rend plus fortes les entreprises et qu'elles se font connaître et qu'elles peuvent développer une image de marque et qu'elles peuvent aussi conforter leur compte d'exploitation, leur rentabilité et tout simplement demain acquérir des parts de marché. Donc c'est plutôt une économie dynamique, satisfaisante dans ses résultats, bon, et qui aujourd'hui continue d'avoir besoin de se développer. Et donc c'est plutôt un schéma favorable et porteur. Bon, après, il peut y arriver des aléas, on ne sait pas, mais encore globalement, la situation est plutôt, moi je la considère plutôt positive. Hein. Alors, pour rester dans le positif, le champagne, c'est bien sûr votre circonscription, mais oui, on en a beaucoup entendu parler jusqu'en Russie. Ah oui, jusqu'en Russie. Bah oui, parce que, enfin, ça pose... alors, le cas russe est un cas particulier. En fait, le problème est venu d'une loi qui a été votée au Parlement russe, qui s'appelle la Douma, et qui, simplement, était un petit peu une vulgarisation de la marque champagne. Hein, et donc en fait, les choses sont en train de, les pays se parlent, les responsables des interprofessions viticoles des deux pays se parlent, même d'ailleurs très récemment, puisque j'ai cru comprendre qu'il y avait eu un déplacement des représentants de l'interprofession en Russie, et puis en fait aussi ce sujet-là se situe aussi à un niveau diplomatique, parce que souvent ces affaires-là sont un petit peu une façon de pousser l'adversaire, si tant est que ce soit un adversaire, à finalement demander ou en tout cas être compensé sur d'autres choses. En clair, la Russie fonctionne souvent comme ça. C'est une façon pour elle d'exiger, par exemple, de la France qu'elle soit peut-être moins percutante sur des dossiers comme par exemple l'Ukraine. Enfin bon, il faut comprendre que ce sont des dossiers qui sont quand même teintés fortement de diplomatie.
Bon, donc voilà, mais il n'en demeure pas moins que sur ce sujet-là, j'ai cru aussi comprendre que, en réalité, les Russes eux-mêmes, lorsqu'ils ont porté cette loi, et en tout cas ils l'ont votée, sur la base sans doute de revendications du monde viticole russe, n'avaient pas conscience de la répercussion que ça pouvait avoir. Mais indépendamment de cette affaire-là, ça pose quand même un problème parce que la Russie n'est pas un cas isolé. On a déjà eu les États-Unis, qui ont déjà un petit peu essayé de tout simplement s'emparer de la marque Champagne. Les Russes, on a un problème lituanien qui date depuis fort longtemps. Et qui d'ailleurs est entre les mains de l'Union européenne. Et donc, pour moi, c'est un sujet sensible qu'on surveille tous, et particulièrement moi, parce que je pense que là-dessus, on a quand même intérêt à faire attention, à préserver tout simplement nos marques, protéger nos marques. Chacun a le droit de produire des vins, mais enfin, à un moment donné, la marque Champagne, comme le dit la belle phrase, il n'y a de champagne que de vin issu de Champagne. À partir de là, il n'y a pas de raison d'usurper une marque, et on est un peu... On voit bien qu'aujourd'hui, on a quand même la démonstration d'une volonté, ici ou là, de s'emparer de quelque chose qui a une notoriété, qui crée une image, même si d'ailleurs les Russes eux-mêmes, pour revenir au cas russe, ne s'y sont pas trompés parce qu'ils ont commandé énormément de champagne. Donc ils savent bien faire la différence entre le vin pétillant et champagne. Mais bon... Il n'en demeure pas moins que c'est un sujet et qu'il faudra être très vigilant par la suite, non pas que sur le cas russe, et qui d'ailleurs au niveau commercial n'est pas pour nous quelque chose de, dramatique, si tant est qu'à un moment donné on soit embêté avec cette affaire-là. Mais il n'y a pas que ça, et ça peut avoir des répercussions notoires. Notamment sur l'exportation des vins de Champagne, sur l'usurpation de marque, et donc il faut qu'on y soit très très vigilant, mais tout le monde s'y est mis, les ministères concernés s'y ont beaucoup travaillé. Que ce soit notamment tous attachés au ministère des Affaires étrangères, mais je pense à Franck Riester, je pense à Jean-Baptiste Lemoyne, je pense à Clément Beaune, qui ont véritablement porté le sujet, et Jean-Yves Le Drian, et donc à chaque fois j'ai su d'ailleurs les relancer en posant des questions à la Commission des Affaires étrangères, enfin bref. Donc tout le monde est bien conscient de la situation. Alors Éric Gérardin, vous êtes le député de la 3e circonscription. Eh ben, votre mandat va bientôt se terminer, puisqu'il paraît qu'on va changer de président de la République ou pas. Oui. Alors, quelle est votre position? Vers qui vous allez? Vers qui par rapport à la présidentielle? Oui. Ah bah moi, écoutez, je soutiendrai évidemment le président Macron. Enfin, je veux dire, naturellement, je suis là quand même un peu grâce à lui. Je rappelle que mon engagement de 2017, je l'ai fait à partir de 3 réflexions, en sachant que je me suis engagé en politique à 55 ans. Donc, après avoir une carrière professionnelle fortement remplie dans beaucoup de domaines, et à l'époque, j'ai dressé trois analyses. Un, que la succession des gouvernements, la bipolarisation politique française, gauche-droite, droite-gauche, n'apportait pas grand-chose de constructif, et en tout cas ne permettait pas d'emmener le pays vers une voie de progrès, puisque c'était plus un affrontement entre les différents blocs, que en plus en 2016, lorsque le candidat, en tout cas Emmanuel Macron, a commencé à constituer son mouvement et la façon dont il s'y est pris, les valeurs qu'il portait, c'était un deuxième élément pour moi qui était effectivement très très attractif. Et puis sa ligne programmatique, parce que comme vous le savez, je suis économiste de formation et que j'ai beaucoup travaillé sur la flexi-sécurité, et que le président a porté une ligne programmatique qui s'appelait le libérer, protéger et unir. Donc moi, je l'ai toujours dit, je le redis ici, puisque vous m'en donnez l'occasion, je n'ai pas l'épaisseur d'une feuille à cigarette d'écart avec la ligne programmatique du président, que je souhaite qu'il poursuive. Il lui reste à prendre sa décision, et je ne me permettrai surtout pas de dire quoi que ce soit à ce sujet-là. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il pourra compter sur moi, parce que j'ai toujours dit aussi que j'avais un profond respect pour le travail qu'il fait. Je crois que on peut ne pas aimer ce président, on peut être d'accord, pas d'accord, mais en tous les cas, il y a une chose qui est remarquable, c'est la puissance de travail qui est la sienne. Et puis, en ce qui me concerne, j'ai une immense estime pour ses valeurs, pour les valeurs qu'il porte, pour sa culture.
Je crois que c'est un homme de culture et c'est bien pour la France. Je crois qu'il a redonné à la France sa grandeur, notamment à l'international. Et je crois que franchement, cet homme-là, il est pour moi extraordinaire. En tout cas, moi j'ai une passion et c'est quelqu'un que j'aime beaucoup et j'ai pas peur de le dire. Et donc, en tout cas, s'il déclare sa candidature, il saura qu'il peut compter sur moi et il le sait déjà de toute façon.